Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, je vais m'intéresser plutôt au domaine de la fabrication additive métallique. On va voir un peu les marchés et tendances et voir finalement aussi tous les développements récents qui sont en cours et qui permettront peut-être encore à la fabrication additive de gagner encore plus en maturité. Surtout dans le domaine des matériaux métalliques. Juste un mot sur ma société. Je viens de l'IREPA Laser, comme Guy l'a précisé. Donc c'est une SIC, en fait c'est une société coopérative. Voilà, je voulais le préciser. Et on existe donc depuis une quarantaine d'années, on va fêter nos 40 ans cette année, spécialisé dans le laser, donc tout ce qu'on peut faire avec des lasers industriels, découpe, soudage, traitement de surface, etc., y compris fabrication additive, donc, et également fonctionnalisation de surface. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là pour traiter la surface des matériaux, leur donner des nouvelles propriétés. Et on a également un centre de formation dans les métiers du laser. Bien, alors je vais tout de suite embrayer sur le sujet de mon exposé en attaquant d'abord sur les marchés. Je voudrais vous donner quelques chiffres sur les marchés qui compléteront peut-être un peu ce qui a déjà été dit par François-Xavier ce matin, qui s'était surtout intéressé au marché français. Et là, on va voir ce qui se passe au niveau mondial. Une bonne manière de regarder ce qui se passe en fait dans un domaine particulier, dans un secteur d'activité, c'est de regarder l'activité brevet. Et là, si on regarde les brevets qui ont été déposés ces dernières années, c'est une étude qui a été faite par l'Office européen des brevets, publiée en 2018. Bon, elle a un petit peu d'ancienneté, mais je dirais qu'elle est toujours valable. De toute façon, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. On a vu qu'entre 2013 et 2018, en 5 ans, on a multiplié par 4 le nombre des brevets. Et je sais que ça a continué à encore augmenter par derrière. Donc on voit qu'il y a vraiment un engouement, un intérêt fort dans l'industrie pour ces nouveaux procédés et pour apporter finalement des innovations dans ces technologies. Ensuite, si on regarde les chiffres au marché, si on s'intéresse en fait à la vente système, matériaux, logiciels et même de la fabrication de pièces, là je m'appuie sur une étude qui a été publiée par une société qui s'appelle Empower. Vous pourrez trouver d'ailleurs tous ces chiffres sur leur site. Des études qui sont vraiment très très intéressantes. Le marché a été estimé à peu près à 7 milliards d'euros. Il y a de ça donc 2 ans. Avec la France, si on regarde d'ailleurs pour les années juste un peu avant 2019, la France elle occupait le 4e rang avec un marché estimé à peu près à 500 millions de dollars, loin derrière finalement les leaders que sont les US et l'Allemagne et également la Chine. En termes de parc installé, la France se situe au 7e rang à l'époque, donc ça c'était en 2020. Donc je ne sais pas trop où on en est aujourd'hui, mais je suppose qu'on a dû garder ou peut-être gagner une place. Ensuite, le marché, pendant la pandémie, il a légèrement augmenté, mais par contre, il est prévu d'augmenter avec une croissance à 2 chiffres, un peu moins de 20%, pendant les 5 années qui viennent pour atteindre un marché de l'ordre de 20 milliards d'euros. Ce qui peut nous rendre confiants finalement pour l'avenir. Alors maintenant, si on décortique un petit peu tous ces chiffres, comment ça se répartit? Eh bien, il y a à peu près 50% polymère, 50% métal dans la vente des systèmes. Connaissant le prix d'une machine polymère, ça donne beaucoup plus de machines dans le domaine du polymère que dans le domaine du métal. Au niveau des procédés, on va dire que on peut constater que les procédés de type PBF, alors là je vais faire juste une petite correction par rapport à ce qui était dit aujourd'hui, il y a énormément de termes, d'acronymes qui décrivent les différents procédés. On entend LBM, on entend DMD, on entend SLM, etc. Alors il faut savoir qu'au niveau de la normalisation, il y a 2 termes qui décrivent les procédés dans le domaine du métallique.
métallique, on va dire assez courant, le procédé PBF, pour Powder Bed Fusion, donc c'est la fusion sur lit de poudre, et les procédés DED, pour Directed Energy Deposition, DED qui est en fait un dépôt de matière fondue par une énergie concentrée. Donc, les procédés PBF, donc de fusion sur lit de poudre, eh bien, finalement, c'est les procédés qui sont les plus utilisés aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du métal, mais également dans le domaine du polymère. Derrière ces procédés, on va trouver d'autres procédés, donc DED, comme j'en ai parlé juste avant, qui représentent un pourcentage beaucoup plus faible en termes de pénétration du marché, puisqu'on est là sur l'ensemble à 5%. Maintenant, ce sont des procédés qui sont en fort développement aujourd'hui et puis qui finalement sont complémentaires par rapport à ce que l'on peut faire avec des procédés de type BBF. Et derrière, on trouve encore d'autres procédés. Ça a été évoqué ce matin par Alain Bernard lors de sa présentation. Les procédés de type donc Metal FDM ou BJT, donc pour binder jetting, donc qui sont des procédés qui fonctionnent par frittage. Donc là, c'est vraiment une alternative, on va dire, très intéressante parce que hautement productive. Ces différents procédés, c'est destiné à faire de la petite pièce, mais on peut déjà imaginer faire des grandes séries. C'est des procédés qui se développent beaucoup aujourd'hui avec, par exemple, des applications dans le monde de l'automobile. Alors, maintenant, si on regarde les secteurs d'activité qui utilisent tous ces procédés, toujours tirés donc, de cette étude de AM Power, on va trouver le médical. C'est le premier secteur d'activité qui utilise ces procédés. Ça a déjà été dit d'ailleurs ce matin. En plus, on peut rajouter le dentaire. Ne serait-ce qu'en France, on voit, on a des sociétés qui sont bien placées dans le domaine. Par exemple, Prodways qui fait des aligneurs dentaires. Mais on trouve également une autre société qui fabrique des prothèses audio. On trouve beaucoup de choses également, des prothèses, par exemple des prothèses de hanche, mais aussi tout le matériel dans le domaine du médical et puis évidemment le dentaire, comme ça a déjà été dit ce matin. Ensuite, deuxième secteur d'activité dans le domaine donc, du métallique, la défense, l'aéronautique et le spatial, qui vont représenter vraiment, qui sont un gros secteur finalement d'utilisation de ces technologies, avec justement la possibilité de pouvoir mettre en œuvre des conceptions complexes, des matériaux de haute performance, et tout ça nous permettant peut-être aussi d'alléger les matériaux, les structures, les pièces, ce qui est évidemment fortement nécessaire dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Donc des technologies qui sont devenues indispensables dans ces domaines-là. Je vais quitter les marchés pour m'intéresser maintenant au développement, aux tendances, aux évolutions, et je vais commencer par la partie matériaux. Donc, dans le domaine du métallique, on a constaté une baisse du prix des matériaux métalliques, notamment dans le domaine des poudres. Maintenant, c'était il y a quelques mois. Je pense que depuis, malheureusement, la guerre en Ukraine, le prix des matériaux, notamment du nickel et du titane, les prix ont beaucoup augmenté. Ceci dit, on a assisté à cette baisse de prix des matériaux poudres parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles installations, de tours d'atomisation, de nouveaux acteurs dans le domaine de la fabrication des poudres métalliques. On constate aussi quelque chose d'intéressant, c'est une évolution des matériaux. On va essayer d'adapter les matériaux aux différents procédés de fabrication. On a vu par exemple apparaître des alliages d'aluminium, Scalmalloy, et il y en a d'autres aussi en France, chez Constellium par exemple. On voit aussi où les sidérurgistes sont en train de préparer des nouveaux fils, des nouveaux alliages. Et ces nouveaux alliages sont adaptés dans le sens où ils vont permettre d'apporter, ou plutôt de conserver des propriétés mécaniques après traitement par ces différents procédés. Et ça, c'est vraiment un point important. Qualification des matériaux, je vais passer. Je vais tout de suite aller aussi sur les matériaux de demain. On parle de gradient de matériaux, FGM, Functionally Graded Materials. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser des matériaux différents au sein d'une même pièce.
donc quelque part fonctionnaliser une pièce en utilisant à droite un matériau qui résiste à la température et à gauche, par exemple, un matériau qui est très léger. C'est des choses qui sont très intéressantes, qui sont en développement. Les matériaux HEA aussi, qui sont des nouveaux matériaux constitués en fait d'un mélange de différents matériaux et qui donnent des matériaux avec des nouvelles propriétés. C'est des choses que la fabrication additive, notamment les procédés de DED, sont capables d'apporter. Les céramiques, il y a des développements, les nanomatériaux également. Au niveau, deuxième point clé également, après les matériaux, ce sont les logiciels. Beaucoup de développement dans le domaine du logiciel, avec des logiciels qui deviennent de plus en plus intelligents, qui embarquent de l'intelligence. On pense tout de suite à l'optimisation topologique, par exemple, qui est vraiment quelque chose de super intéressant, de façon à pouvoir fonctionnaliser, finalement, apporter une nouvelle propriété de légèreté ou de résistance à une pièce donnée. Et qui est rendu possible grâce en fait à la fabrication additive. On va également mettre en place, enfin on utilise des logiciels qui vont aussi exploiter la donnée qui était générée pendant le procédé, générée par la machine, notamment dans le domaine du contrôle de procédé, du suivi de procédé, de façon à assurer la traçabilité lors de la fabrication des pièces. Donc beaucoup de développement dans ce domaine-là, et puis le troisième point également très important, le Graal, c'est la pièce bonne du premier coup. Alors évidemment, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais on sait qu'il n'est pas toujours évident de faire la pièce bonne du premier coup, et on a des procédés qui peuvent demander justement à faire plusieurs essais de façon à atteindre la pièce bonne, maîtrisée avec le minimum de déformation, etc. Alors pour ça, il existe des systèmes de simulation, par exemple le jumeau numérique qui permet de simuler le comportement de la machine lors de la fabrication. Donc là, il y a des choses qui existent déjà sur le marché, mais il y a encore beaucoup de développements qui sont menés aujourd'hui dans le monde industriel. Deuxième chose aussi, j'ai oublié de lancer la vidéo, c'est pas grave, j'avance, je suis un peu en retard. Deuxième chose aussi, et qui est très importante, c'est la partie simulation thermomécanique. Et ça, l'idée, c'est de pouvoir simuler le comportement de la pièce lors de la fabrication, en intégrant justement toutes les contraintes thermiques, thermomécaniques, qui vont en fait entraîner des déformations de la pièce. Et si on les connaît, on va peut-être pouvoir les compenser à l'avance. C'est des choses qu'on développe, nous, côté IREPA Laser, dans le domaine du DED, donc appliquées à la fabrication de pièces de très grande dimension, et des choses qu'on a développées chez nous et qu'on a transférées ensuite à la société Siemens pour être intégrées dans l'environnement NX de chez Siemens. Pour terminer, toujours dans l'évolution des technologies et des machines, donc le troisième point clé, on va dire, on voit des machines qui sont de plus en plus performantes, de plus en plus automatisées, autonomes, mais également qui ont gagné en taille et qui permettent de faire des pièces de plus en plus grosses. Donc pour les procédés PVF, des pièces avec une dimension qui peut être supérieure à 500 mm, et dans le cadre des procédés DED, des pièces qui peuvent être gigantesques, comme ce réservoir fabriqué chez Relativity Space aux États-Unis, ou également ce pont qui a été fabriqué il y a 2 ans maintenant et qui a été installé l'année dernière sur un canal à Amsterdam. Construit donc avec des procédés DED ou WAM, c'est-à-dire utilisant un arc et du fil. Des choses sur lesquelles on travaille aussi côté IREPA Laser. Là, vous avez une image d'une machine qu'on a installée récemment chez nous, qui nous permet de faire des développements, donc là, laser fil et laser poudre aussi, mais surtout laser fil en ce moment. Donc 2 robots capables d'emmener des pièces jusqu'à 5 mètres et 5 tonnes. Et là, vous avez la plus grosse pièce qu'on ait pu fabriquer jusqu'à maintenant, qui est en fait un élément d'un moule de rotomoulage. Vous avez d'ailleurs la petite vidéo sur le côté. Les pièces, celle-ci, elle fait 430 kg. On nous a demandé 6 jours en 3/8. C'est une pièce en inox. Et donc, on va venir déposer de la matière et construire couche après couche cette énorme cuve, avec tous les problèmes que ça a pu poser derrière, notamment pour la déménager. Voilà la pièce, une fois réalisée, en 3 éléments. Et ça nous a demandé 16 jours.
Alors, juste pour terminer, les nouveaux challenges qui nous attendent, et j'irai très vite parce que ça a déjà été présenté par mon ami Julien Bajolet ce matin. Pour utiliser ces moyens de fabrication additive, il nous faut des gens qui savent, il nous faut des talents. À la fois au niveau de la conception, mais aussi au niveau de la maîtrise et du pilotage des machines. Il existe des formations, on fait d'ailleurs l'IREP à laser, et il y a cette initiative européenne, IAMQS, qui a été présentée ce matin, qui est déployée en France, à la fois par l'AFS, l'Association française du soudage, et également France Additive, pour qualifier donc, des formations, on va dire, adaptées. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Vous savez que vous êtes un privilégié, vous avez votre session thématique à vous tout seul. Oui. Donc on va faire maintenant les questions-réponses pour vous tout seul. Ça vous va bien? Ouais, pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions? Je fais ça avec le sourire évidemment parce qu'on est aussi là pour s'amuser. Moi j'ai une question sur le chat. Quel secteur et quelles applications pour l'impression 4D? Puisque c'est une tendance qui commence à arriver. Effectivement. Là, par contre, je vais avoir du mal à vous répondre parce que je ne suis pas du tout un expert dans le... Oui, malheureusement, pas pu être là, c'est vrai. Dans ce domaine de l'impression 4D. Je préfère ne pas répondre. Je préfère Joker parce que c'est quelque chose qui est vraiment très, très particulier. Et je ne voudrais pas dire de bêtises. Très bien d'être prudent aussi. On n'a pas réponse à tout. Je vous en prie. Oui, mais par contre, donc on a des spécialistes dans le domaine au niveau français et je pense qu'il faut les contacter. On peut contacter France Additive, par exemple. Alors on peut contacter France Additive, effectivement, on pourra relayer l'information. Vous pouvez directement contacter le laboratoire de Samuel Kenzari à Nancy, qui est vraiment spécialisé aussi dans le domaine. Ben voilà, deux pistes pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer? Le chat est assez calme, je dois bien l'avouer. C'est la fin de journée. C'est normal, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui souhaitent interpeller notre dernier invité, notre dernier expert? Une fois, deux fois, oui, bien sûr. Que souhaitez-vous demander à Monsieur Boisselier? Non, on va prendre le micro, nous sommes enregistrés, captés. Merci Didier pour la présentation. Juste une question concernant du coup, la méga pièce que vous avez fabriquée, c'est quand même une belle pièce. Quel était l'intérêt du coup de la fabrication additive pour le client? Est-ce que c'était une question de délai, de coût, de forme du coup, qui était recherché dans ce cas-là? En cherchant, en développement cette pièce, notre but était vraiment de qualifier le potentiel des technos qu'on a développés chez nous, donc à la fois la machine, mais également le procédé. On est sur des procédés qui sont rapides et sur lesquels on travaille pour les rendre encore plus rapides, et on est sur une machine qui est capable de faire des pièces de très très grande dimension. Donc voilà. Donc on a cherché un démonstrateur et donc on a un client industriel qui nous a proposé ce démonstrateur. Donc c'est un moule de rotomoulage pour faire des cuves à vin en polymère, voilà, du côté de Bordeaux. Donc on a fabriqué cette première pièce pour valider tout l'ensemble, et je dirais que pendant la construction de cette pièce, on a rencontré beaucoup de petits problèmes. C'est la première fois qu'on faisait une telle pièce, et donc c'était un apprentissage, du procédé, de la machine, de l'utilisation, et une suite finalement de résolution de petits soucis, d'adaptation. Et voilà, on a beaucoup appris avec cette pièce. Et du coup, vous l'avez fait en 3 morceaux pour la problématique de démoulage, ou il y avait aussi une thématique fabrication additive? Il y avait une thématique fabrication additive. Chaque morceau déjà pèse 430 kg. Et il aurait fallu qu'on construise la pièce avec un axe vertical, 2,60 m sur notre vireur qui est déjà à 1,80 m. On dépassait en fait en hauteur. Donc c'est la raison pour laquelle on a travaillé en découpant la pièce. Donc là, pareil, on a eu une démarche, on dirait, d'ingénierie. On pouvait découper la pièce différemment, mais voilà, on a pris cette option. Et en plus, ça permet aussi de pouvoir démonter la pièce pour le rotomoulage.
Et une dernière question, est-ce que du coup dans les 3-8 qui ont été mis en place pendant les jours de fabrication, est-ce que c'était de la surveillance principalement? Il fallait réapprovisionner en matière, il fallait faire quelques pauses de temps en temps? Il y avait beaucoup de surveillance, bien sûr. Maintenant, il y avait aussi un peu de travail. Le procédé n'est pas complètement automatisé. Et notamment au niveau du fil, on a travaillé avec des bobines de 15 kg. Voilà. Donc imaginez le nombre de bobines à changer. Donc toutes les 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais plus exactement, on devait donc arrêter le procédé, changer la bobine, relancer. Voilà. Et donc comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup appris. Il y avait des petits réglages et des petites choses. Mais voilà, c'est des choses qu'on a maintenant acquis et qu'on va pouvoir utiliser sur les prochaines fabrications. Merci beaucoup.